Il était une fois un sculpteur fou de bronze patiné ou doré et de marbre polychrome. Il avait un ami marbrier à qui Charles Garnier avait commandé les plus beaux marbres pour son fastueux opéra. Drouet le marbrier avait un fils, Charles Cordier le statuaire avait une fille. Ils se rencontrèrent, se plurent, se marièrent. Et c'est ainsi que le 2 mars 1885 naquit Suzanne Drouet. À l'âge où les fillettes cajolent leurs poupées, Suzanne a une passion, la passion des crayons de couleur. Elle a aussi un oncle artiste qui va lui inculquer le b.a.-ba du dessin et guider ses premiers pas. Résultat, en 1908, Suzanne est admise aux Beaux-Arts dans l'atelier de Ferdinand Humbert. Viennent alors les premiers travaux de commande et la vie semble belle jusqu'à ce terrible jour. Pendant des mois, elle va inlassablement tenter d'aider les éclopés de la grande boucherie. Pour témoigner de la désespérance d'un amputé et de la détresse de tous, elle n'a qu'un carnet de croquis et quelques crayons. Ce sont ses compagnons des bons et des mauvais jours, jamais elle ne s'en séparera. Quand refleurissent coquelicots et bleuets, elle retrouve palette et pinceau, les fleurs d'un jardin, le bonheur calme des enfants. Elle peint, elle expose, et devenue professeure de dessin de la ville de Paris, se voit octroyer le prix de la Tunisie par le jury des bourses et prix coloniaux. La Tunisie est pour elle un éblouissement. Elle découvre les couleurs et la lumière africaine qui avaient jadis fasciné son grand-père Cordier. Elle va très vite avoir l'occasion de faire éclater sur la toile toute la richesse de sa nouvelle palette. Pour le Jamaïque, alors en construction, les chargeurs réunis lui confient la décoration du fumoir et des salons des premières classes. Son travail va aussi être récompensé par une médaille d'argent au Salon et par un nouveau prix de la Société coloniale des artistes français. Cette fois, c'est le Maroc qu'elle va découvrir. Elle retrouve à Fès une ancienne élève des Beaux-Arts, Aline Delance. Établie au Maroc depuis plus de 10 ans, elle est parfaitement chez elle dans le dédale de la vieille ville et les plus riches fascis lui ouvrent sans la moindre réserve les portes de leur demeure. C'est une chance inouïe pour Suzanne qui peut ainsi s'imprégner totalement des usages et de la culture marocaine. Jour après jour, les croquis se multiplient. De ce séjour, elle rapporte assez d'esquisses pour exposer 14 toiles et autant d'études à la galerie de Marsan. Elle revient au Maroc l'année suivante avec son mari André Réveillon. Hélas, son bonheur va se briser quand André meurt des suites d'un accident de la route. Plutôt que de rentrer en France, Suzanne décide alors d'assumer sa solitude dans ce pays où elle a été heureuse et qu'elle aime déjà. Et elle s'installe dans une petite maison de Fondouk à Lyoudi. Et puis, patiemment, humblement, elle se fond dans le petit monde des douars avoisinants, apprend l'arabe et devient l'amie respectée des artisans et boutiquiers de la Médina. Désormais, au gré des caprices de la lumière, elle va dessiner et peindre la noblesse des traits d'un ancien, l'ombre des mélats, les couleurs des robes au balcon. De longues randonnées dans le bled lui révèlent la pure géométrie des Casbah, la polychromie des Ksour, perdue dans le Djebel. Depuis les terrasses de Babdissa, elle plonge dans l'éblouissement des bâtisses qui vibrent sous le soleil, la fraîcheur des jardins, le chatoiement des couleurs de l'automne, la fascinante beauté de ce qui désormais est sa ville.
Des plus riches jardins jusqu'aux ruelles les plus humbles, on accueille, on interroge, on renseigne Madame Réfillou. Vous savez bien, cette dame Roumi, qui a contribué à créer la première école pour les filles en haut de la Médina. Par estime, par affection, on l'invite aux fêtes et aux plus grands mariages. Pour lui servir de modèle, les femmes se parent de leurs plus beaux bijoux. Par-delà le regard de celles qui sont devenues des amies, il y a encore et toujours ces croquis volés à l'instant qui passe. Bizarrement, on y découvre ça et là des chiffres quelque peu ésotériques. À cela, nul mystère, il ne s'agit que d'un code très personnel permettant à l'artiste de retrouver à l'atelier l'exacte tonalité des couleurs perçues sur place. Et puis, voilà que le résident général avoue avoir oublié l'adresse de Suzanne. Qu'importe, elle est assez connue pour que la lettre arrive à bon port. Et quelques semaines plus tard, le projet demandé est accepté. Il ne s'agit rien moins que de décorer le hall d'accueil de la toute nouvelle gare maritime de Casablanca avec un panneau long de presque 20 mètres, haut de 4, où évoluent une trentaine de personnages plus grands que l'artiste qui les a créés. Oui, décidément, ces petits carnets sont ennemis. Tout y est, un Botticelli, une abbaye romane, un maillot de bain, une partition, un verset du Coran, un arbre en hiver, un tolos à Delphes. Ce sont autant d'invitations, souriantes ou sérieuses, à visiter un univers de couleurs où Suzanne fait moisson de beauté. En réalité, Suzanne est boulimique d'horizons inconnus. En 1954, elle obtient le prix du Cameroun et à 69 ans, part explorer brousse et savane. Pendant 3 mois, elle parcourt plus de 3000 km de pistes caouteuses pour s'amuser de la forme des cases, admirer la beauté des femmes, s'enthousiasmer pour des scènes de fête ou le kaléidoscope des marchés indigènes. L'aventure se termine par une exposition de 38 toiles, placée sous le patronage d'Albert Sarraut, président de l'Assemblée de l'Union française. Cela ne suffit cependant pas à apaiser son insatiable curiosité. Au printemps 1960, elle embarque avec une amie, à peine plus jeune qu'elle, sur un cargo mixte hollandais. Destination, le Japon et la Chine. Pendant des semaines, le bateau taille sa route d'Aden à Colombo, de Singapour à Hong Kong, de Yokohama à Tianjin. C'est alors que les croquis codés chers à Suzanne provoquent une fouille complète du navire par la police de Mao, qui découvre qu'elle a outrageusement falsifié son passeport pour monter à bord d'un bâtiment interdit aux septuagénaires. C'est ce point-là ce qu'on appelle la rage d'apprendre, la passion de connaître.
Passant outre tous les conseils, elle décide enfin à 78 ans de se permettre un ultime coup de folie. 2 mois seule au Mexique pour saluer le Christophe Colomb de son grand-père Cordier sur une place de Mexico, avant de courir les Sierras à la rencontre de ces hommes qui, selon son expression, ont joliment remplacé le turban par le sombrero. Elle termine ce périple par un séjour chez sa filleule à Princeton et une énième exposition. C'est l'été indien et elle se laisse une dernière fois emporter par un tourbillon de couleurs.